Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre ou de rester avec nous pour cette seconde table ronde de la journée. Je suis Swan Léger, journaliste, et j'ai le plaisir d'animer plusieurs tables rondes tout au long de ces rencontres du tourisme de Bretagne. Alors ce matin, nous avons une petite heure pour aborder une vaste question, puisque nous allons nous demander comment la crise que nous traversons peut nous inciter à viser un meilleur équilibre des flux touristiques au profit, par exemple, de nouvelles destinations dans les territoires ruraux. Pour y répondre, nous accueillons Paul Arsenault, qui est toujours avec nous en direct du Québec, expert en tourisme et vice-président innovation du MT Lab à Montréal. Nous accueillons également Jean-Luc Boulin, consultant en tourisme et professeur associé à l'Université de Bordeaux-Montaigne. Et enfin, Christian Delon, secrétaire général du forum A World for Travel. Merci à tous les trois d'être avec nous ce matin. Alors, oui. Donc effectivement, on a vu sous l'effet des contraintes sanitaires et des restrictions de déplacement se développer un tourisme local, voire hyper local. On en a parlé un petit peu lors de la première table ronde ce matin, mais j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur les impacts de cette crise, avec vous notamment Christian Delon. Vous avez une vision d'ensemble du secteur, notamment du transport aérien, puisque vous y avez travaillé pendant de nombreuses années. D'après vous, comment la crise du Covid a impacté les comportements des voyageurs, mais surtout, est-ce que ces nouvelles façons de voyager et de penser le voyage vont perdurer dans le temps ? Alors, comment elle a impacté ? Je dirais que la transformation du tourisme était déjà sous-jacente bien avant la crise. Il y avait déjà pas mal de facteurs, on en a parlé tout à l'heure, j'étais plutôt d'accord avec ce qui a été dit. Ce que le Covid amène, c'est à la fois une révélation et une accélération. Et j'entendais qu'on pourrait revenir comme avant. Moi, je n'y crois pas du tout. Il y a trop de facteurs qui changent en même temps, qui sont de nature, chacun d'entre eux, systémique, pour qu'il ne se passe rien. Donc, que dans un premier temps, avec un effet euphorique, embrassons-nous Folleville, les gens reviennent voyager, on verra comment d'ailleurs, dans la proximité plutôt, pour pouvoir exprimer leur désir de liberté, bien sûr. Mais il y aura une gueule de bois derrière, ça c'est sûr. Donc il va y avoir un phénomène à la fois sur la partie évaluation de ce qui s'est passé, c'est-à-dire évaluation du risque à voyager. Cette évaluation, elle va rester, mais pendant de nombreuses années. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé un vaccin, qui va d'ailleurs être uniquement impactant sur une partie du globe, que l'ensemble du globe va se remettre à voyager comme avant. Ça, non. On parle des passeports sanitaires, on parle aussi des contraintes en matière, je dirais, de capacité à prouver qu'on est négatif, positif, etc. Donc tout ça, ça va rester un bon moment. Premièrement. Deuxièmement, le transport aérien, vous avez raison, va être très impacté par un fait dont on n'a pas parlé ce matin non plus, qui est que le marché affaires qui alimente, qui finance, on va dire, les bons tarifs du marché loisirs, ce marché affaires va être en diminution. Alors, il ne va pas disparaître, bien sûr. Enfin, imaginez que le marché qui vous fait 60 à 70% de votre chiffre d'affaires baisse de 15%, faites vite la multiplication, c'est presque un chiffre d'affaires qui peut baisser de 20 à 30%, et cela d'un coup, et après en plus avoir subi une crise pandémique avec une baisse du chiffre d'affaires. Vous imaginez, les tarifs derrière, ils vont aussi baisser. Donc que la demande ne soit pas impactée par ces facteurs-là, ça je n'y crois absolument pas. Donc il va être extrêmement impacté. Ce qui veut dire qu'on va devoir compter avec ce tourisme local pendant de nombreuses années encore. Mais bien sûr, effectivement, on a dit ce matin que le tourisme local était un tourisme de base. Bien sûr, sans ce tourisme local, eh bien, nous n'aurions pas l'activité touristique que la France peut avoir et proposer même au tourisme international, parce qu'il amortit une grande partie des frais d'infrastructure, et nous savons très bien sur nos territoires que nous sommes, bon, sauf les territoires très très exposés à l'international, entre 80 et 90% de Français.
Donc effectivement, et si on rajoute les Européens proches comme sont les Anglais et les Allemands dont on a parlé, qui sont effectivement les deux nationalités les plus importantes sur notre territoire, on arrive à des sommes qui sont très 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 importantes. Alors du coup, on pourrait craindre le surtourisme dans certaines zones qui n'y étaient pas forcément confrontées auparavant. Pour autant, Paul Arsenault, vous ne croyez pas au surtourisme. Vous pensez qu'il s'agit avant tout d'enjeux autour de la gestion de ces flux de visiteurs. Et au Québec, par exemple, comment est-ce que vous avez géré ces visiteurs locaux et tous les enjeux qui les entourent? On l'a géré très mal. Et je reviens sur le point, je me suis fait rappeler à l'ordre par Ludovic Dublanchet tout à l'heure. Il existe réellement un surtourisme. Il y a effectivement des territoires qui sont fréquentés de façon supérieure à la capacité de charge. Il n'y a aucun doute là-dessus et je ne veux pas le nier. Ce que je veux plutôt indiquer, c'est que ces situations-là sont en capacité d'être gérées en amont. La crise a amené effectivement une surfréquentation de certains territoires. Et la question que vous posiez, Soane, dès le début, c'est de dire est-ce que ça devient une opportunité pour d'autres? Et donc, c'est de devenir un prix de consolation quand la capacité est au maximum. Et ça, je n'y crois pas non plus. C'est-à-dire que les gens qui veulent la Bretagne ne veulent pas un succédané de Bretagne. Et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et de devenir un prix de consolation devient ennuyeux. Maintenant, expérience canadienne, septembre 2001, attentat terroriste à New York, catastrophe chez les Américains. Ils paniquent et pendant 3 ans, ils découvrent que le Canada est un pays ami, proche, trop au nord pour avoir ses propres terroristes. Alors, tout d'un coup, on devient, comment dire, le cousin un peu attardé, mais tellement accueillant, avec des forêts tellement immenses que c'est fantastique. Et pendant 3 ans, on a vécu une histoire d'amour avec les Américains on était convaincus qu'elle allait durer toujours. Or, 2005, on perd à coups de millions des visiteurs américains. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas su les comprendre. On n'avait pas compris qu'on était un prix de consolation. Et on n'a pas compris que les Américains, comme toute société, évoluent. Et rendu en 2005, les Américains, paradoxalement, qui s'étaient refermés sur eux-mêmes, ont découvert la planète au complet avec une nouvelle génération, avec un passeport qui est bon pour 10 ans. Et les Américains qui avaient, à la fin des années 90, un taux de détention de passeport très bas, s'est mis à exploser. Non pas dans la population générale pour les 300 quelques millions qu'ils sont, mais il y a eu une ouverture donc chez des plus jeunes, plus scolarisés, génération X, et voilà. Ils ont découvert le monde et ils ont quitté le Canada. Et ça, je trouve que c'est une leçon extrêmement importante. Et M. Delon le dit très bien, il est évident qu'on ne reviendra pas en arrière. Air Canada, notre transporteur national, ici, est à 20% de sa capacité opérationnelle actuellement. Et une capacité opérationnelle, ça ne revient pas en quelques jours. On ne dit pas au pilote, voici les clés de l'avion, lundi matin, alors on repart avec toutes les mêmes liaisons, avec la même disponibilité, avec les mêmes prix. C'est tout à fait impossible. Donc, la question est la suivante. Effectivement, oui, il existait un surtourisme dans certains cas. Nous ne serons plus dans cette situation-là. Il existera, comme la Bretagne a pu le vivre en 2020, un retour, effectivement, d'une capacité d'un nombre plus grand de visiteurs français, donc, qui viendront en automobile ou de proximité. Et ça serait une erreur d'imaginer que cette nouvelle clientèle-là est acquise jusqu'à la fin des temps et qu'il ne faut pas travailler avec. Ça serait une erreur de ne pas avoir appris comment gérer. Et la gestion des flux n'est pas la même pour une clientèle internationale que pour une clientèle locale. Les référents ne sont pas les mêmes. L'absence de connaissance des codes du territoire n'est pas de la même nature. Une des choses qu'on a découvert ici cet été dans les régions qui ont été plus fréquentées aussi au Québec, et ça, c'est une excellente nouvelle pour les opérateurs, c'est que les gens réservaient l'hôtellerie en direct. Ils n'avaient pas le réflexe à 100 km d'aller sur Booking ou d'aller sur Expedia, où ils avaient l'intelligence de savoir que si je vais à Matane, donc dans l'Est québécois, c'est l'hôtel Riotel que je vais aller, et ils réservaient en direct. Donc, il y a des comportements, je dirais, très positifs. On a parlé dans la première table ronde de la responsabilité du durable, l'authenticité, et je crois qu'on a, avec certaines clientèles hyper locales, cette connaissance-là, cette capacité-là à y avoir, et il faudra donc y répondre, non pas en investissant dans la création de nouveaux hôtels, etc., mais il y a de nouvelles formes, par exemple, d'hébergement alternatif qui peut, comment dire, être monté, démonté. On a ici des exemples
d'une de mes anciennes étudiantes qui ont parti un village de glamping. Donc, elles font des tentes, elles l'installent pendant quelques mois, elles le font disparaître avec une qualité qui est fabuleuse et qui répond à un besoin de visiteurs locaux, etc. Donc, l'idée, c'est de se dire, nous avons à investir dans des infrastructures qui ne seront pas nécessairement très lourdes dans le temps, dans l'espace, savoir que de parler avec une clientèle hyper locale, ce n'est pas parler avec une clientèle plus éloignée, une clientèle internationale, savoir que les attentes, les codes ne sont pas les mêmes. Alors là, oui, on sera capable de faire une différence et oui, on sera peut-être capable de construire quelque chose qui, oui, deviendra durable, mais ça serait une erreur d'imaginer que parce que il y a une sous-fréquentation 2020-2021, que ça nous est dû jusqu'à la fin des temps. Alors, on verra tout à l'heure, effectivement, si les territoires prennent bien la mesure de ces enjeux. Mais je pense qu'en tout cas, on peut partir déjà de ce constat que le touriste local n'est pas le même que le touriste international et que finalement, les mécanismes de régulation qui s'appliquaient jusque-là par le transport aérien ne s'appliquent peut-être plus aujourd'hui, en tout cas plus de la même façon. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Christian Delon. Attention, quand on dit que clientèle internationale, il y a clientèle internationale qui viennent de loin, des autres continents, et qui viennent en général en avion, et vous avez une clientèle internationale plus locale. Des Anglais qui viennent en Bretagne, est-ce qu'ils sont totalement internationaux? Leur code, ils connaissent, ils sont européens déjà, les Allemands c'est pareil. Ils viennent en voiture, ils ont des codes de consommation qui sont assez proches. On est quand même une Union européenne dans laquelle il y a il y a un marché unique, on va dire. Donc, moi, je pense qu'il faut faire attention. Évidemment, les Chinois, c'est différent des Anglais. Donc, je dirais qu'à très grande majorité, nous avons déjà une clientèle locale. Moi, je suis président d'un office de tourisme dans les Pyrénées. Bon, si on a des Espagnols. Moi, je vous assure que les Espagnols, quand ils viennent sur notre territoire, je ne vois pas trop la différence de comportement des gens qui viennent de Nantes ou qui viennent de Paris. Donc on n'est pas complètement démunis. Non. Voilà, non. On a déjà tous les codes, à mon sens, pour répondre à cette demande. Là où on va être démunis, plutôt, c'est de pouvoir continuer à fidéliser une clientèle qui va se déporter pendant une période et qui a des attentes plus importante que la clientèle de base. C'est-à-dire les gens qui avaient la capacité de se projeter loin. Pour les garder et pour leur permettre aussi de réaliser à la fois leur plaisir de venir, parce qu'on voyage par plaisir, on ne voyage pas uniquement parce qu'on est contraint de venir là, parce qu'on ne peut pas aller ailleurs. Donc les gens vont réaliser sur place des choses qu'ils pouvaient faire ailleurs. Et là, on a une chance à gagner. C'est-à-dire si on est en capacité de leur offrir un séjour à la mesure de leurs espoirs et de leurs attentes, à mon sens, on peut changer un peu la donne. Et je pense que tout le reste, d'ailleurs, de la mutation, de la transformation dans le monde est en train de créer ces conditions. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais toutes ces conditions changent assez la donne. Et demain, est-ce que tous ces gens vont reprendre l'avion pour se projeter à l'autre bout de la planète? Pas sûr. Alors, on parle de tout ça avec un peu de recul et donc à tête reposée, mais Jean-Luc Boulin, malgré tout, en France comme au Québec, cet été, on a vu quand même des arrivées massives de visiteurs, ou en tout cas inhabituelles dans certaines régions. Je crois que vous avez quelques images qui illustrent un peu cela. Et peut-être que vous pouvez nous dire un peu, est-ce qu'il existe d'ores et déjà des outils de gestion ou de prédiction de ces flux pour faire en sorte de tirer un peu les leçons de cette saison 2020 pour la prochaine ? Oui, avec plaisir. D'abord, peut-être qu'on peut essayer de différencier, lorsqu'on parle de flux importants ou de surtourisme, le type de lieux qui connaissent le surtourisme. Parce que, comme le disait Christian tout à l'heure, il y a un savoir-faire sur des lieux qui sont habitués à des flux de visiteurs importants. Notamment, on peut parler des grands sites, je ne sais pas, la Pointe du Raz en Bretagne, la Dune du Pilat, qui depuis des années ont un savoir-faire qui se traduit souvent en termes d'aménagement. On a des parkings payants, on empêche le stationnement sauvage, on met en place des navettes, on a de l'information à disposition de manière à mieux réguler les choses. Et je donnerai d'autres exemples tout à l'heure sur les plages de la région Nouvelle-Aquitaine. Ça, ce sont des lieux où on sait finalement, même s'il y a eu de très gros pics de fréquentation, il y a déjà des moyens qui existent. Mais ce qui est de nouveau cette année,
C'était ça. C'était des lieux, je vais vous montrer 2 ou 3 exemples, des lieux comme là, dans l'air, des stations de moyenne montagne qui sont prises d'assaut. On se retrouve avec au Pays Basque des problèmes de stationnement dans la montagne, les habitants qui sont en colère parce que tout le monde se rue vers des pistes de luge. Nous sommes ici dans les Vosges, ou bien alors carrément les habitants d'Étretat qui sont démunis face au tourisme de masse, notamment parce que restaurants fermés, on se retrouve avec énormément de monde pendant les vacances de février sur les plages normandes et avec de la nourriture emportée et donc pas mal de déchets qui ne sont pas du tout gérés. Qu'est-ce qui se passe quand on est dans ce cas de figure? On est sur une fréquentation ponctuelle et nouvelle qui a été causée par 2 phénomènes divers. Le premier est la fermeture d'un certain nombre de lieux habituels. Si les remontées mécaniques pour faire du ski alpin sont fermées, par définition, là où on pourra faire d'autres activités de ski nordique, de luge, etc., il y aura plus de monde. Il y aura plus de monde à la plage si les stations de ski sont fermées. Et puis, le deuxième phénomène, ça a été une redécouverte d'un certain nombre de lieux par des personnes qui sortaient du confinement, qui avaient envie d'espace, d'air libre, etc. Le tout encouragé par une très positive campagne média. Je voyage en France a été extrêmement bien relayé. Les reportages sur les chaînes nationales, les médias nationaux ont été extrêmement importants, ce qui a causé un afflux de visiteurs sur des lieux qui n'avaient pas du tout l'habitude de les recevoir. Et quand on se retrouve dans ce cas de figure, on se retrouve aussi avec de nouveaux visiteurs qui n'ont pas les codes, comme disait Paul tout à l'heure. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas les codes, ça veut dire qu'ils ne savent pas comment ça se passe. Le directeur du massif du Sancy, donc en Auvergne, qui a été extrêmement prisé cet été, me racontait comment des gens qui louaient des vannes pour la première fois, des camping-cars, parce que c'était une façon de partir, arrivaient en montagne et puis se garaient dans un champ sans savoir que c'était un pâturage. Ce n'était pas forcément une mauvaise intention, mais c'était une méconnaissance totale du milieu. De la même façon, pas forcément des visiteurs de loin, au Pays Basque, ce sont les locaux qui se mettent à la randonnée, qui se mettent à explorer des nouveaux espaces dans la montagne et qui finalement n'ont pas du tout les codes parce qu'ils ne le faisaient pas jusqu'à présent. Et donc là, on se retrouve avec une situation totalement différente dans ce deuxième cas de figure. On ne va pas aménager pour quelque chose qui sera peut-être ponctuel, parce que si dans 2 ans, on a des réouvertures de stations de ski, on aura sans doute moins de monde sur les pistes de luge. Si on a la possibilité pendant les vacances de février d'aller à l'étranger, on aura peut-être moins de personnes en nature. Donc on ne va pas forcément faire aménager des équipements coûteux. Il faut inventer d'autres moyens de gérer les choses, et notamment de concilier l'envie des habitants à être heureux chez eux et à préserver une certaine quiétude, et puis l'envie de nouveaux visiteurs de profiter d'espaces qu'on leur vante comme une nouvelle façon de se ressourcer. Et c'est là-dessus qu'on a inventé les choses, mais je pense qu'on va en discuter. Oui, donc en effet, il y a vraiment un besoin, on le voit, d'acculturation déjà. Avant de rentrer dans une gestion très numéraire, etc., il faut aussi penser à cet aspect-là. Je crois que vous vouliez réagir, Christian. Non, pas nécessairement, mais sur un point simplement, c'est vrai que cette gestion territoriale des flux, nous sommes aussi un peu fautifs. Je vois que souvent, quand on informe les consommateurs, les touristes, on les informe sur les lieux que l'on connaît et qui sont déjà fréquentés. Donc, si on prend un territoire, moi je prends le territoire que je connais aussi, qui est dans ma vallée d'Orée du Luron, donc ces stations de ski de Saint-Lary-Soulan, de Peyragudes et autres, je m'aperçois qu'en fait, on les envoie sur les cols qui sont déjà un peu déjà fréquentés. On les envoie dans, je dirais, le lac qui est déjà un peu fréquenté. Alors que le territoire propose autre chose. Donc, il y a aussi un travail à faire, et il est assez facile, fondamentalement, c'est d'avoir une meilleure indication de tout ce que l'on peut faire sur un territoire. On a la chance. On est en France, la Bretagne est une excellente, je dirais, région pour le prouver, d'avoir des zones qui sont encore assez peu visitées et qui sont merveilleuses.
on est en Bretagne, aller voir la forêt de Brocéliande, avec tout l'imaginaire qu'il y a derrière, on peut vraiment créer quelque chose de très important. Donc, en fait, la capacité de diffuser des flux est, à mon avis, à notre portée. Ce qui va être un problème, c'est d'accéder à ces sites, d'accéder à ces différents endroits où l'on peut avoir une expérience touristique ou une expérience de voyage, tout simplement. Et là, il y a un sujet. Je pense qu'aujourd'hui, là, on va être en capacité de le faire, c'est-à-dire qu'on va être en capacité de proposer. Il y a le vélo, il peut y avoir du covoiturage. Il y a beaucoup plus d'outils que nous avions il y a 10 ans ou il y a 15 ans pour faire ce genre de choses. Alors justement, Jean-Luc Boulin, au niveau des outils, parce que finalement, cette redirection des flux, on peut aussi la faire en direct. Je crois que vous me parliez d'un système de comptage sur les plages. Et puis ensuite, voilà, l'idée, c'est d'informer les utilisateurs, enfin les visiteurs. Attention, il y a beaucoup de monde en ce moment, allez plutôt sur la plage suivante et faire tout ça sur des panneaux d'affichage public en direct. Est-ce qu'il y a certains outils comme ça intéressants C'est une expérience intéressante qui a été faite à partir de 2016 en région Nouvelle-Aquitaine par le GIP Littoral, qui ont travaillé sur la mesure de la fréquentation des plages de la région, comme vous le voyez. Et pour ce faire, ils ont installé sur les plages de la région Aquitaine des capteurs pour mesurer le nombre de téléphones portables qui étaient connectés en même temps sur une plage. Ce qui leur a permis de faire des modélisations et de comprendre que je vous coupe, la Jean-Luc, fréquentation à la plage dépendait de la météo à 50%, mais à 25% de la date, il y a plus de monde le week-end qu'en semaine, et à 25% de la qualité de la plage, si elle est à proximité d'une ville, si elle est accessible, etc., etc. À partir de là, ça leur a permis de mettre en place un outil. Est-ce que vous m'entendez? Jean-Luc, oui. Tu nous présentes le fil conducteur et non pas l'image. Merci, Paul. Gentil. Je vais arrêter de partager et je vais... Bon, c'est bien la transparence. Hein, Voilà. Oui. C'est très bien. Excusez-moi que je sois dessus. Voilà. Et donc, ça permettait de regarder sur une carte et de voir si les stations qui étaient les plages qui étaient les plus fréquentées. Cette opération menée par le GIP Littoral, grâce à ce système technologique, peut permettre finalement de réorienter les personnes sur d'autres plages. Là, on est sur un système qui s'adapte bien à des lieux qui sont fréquentés de façon importante en permanence, parce que ça permet de finalement avoir des panneaux d'information sur la rocade bordelaise. C'était un projet qu'il y avait, ou simplement d'inviter les visiteurs, les usagers à se connecter à une application pour voir la plage où il y aura plus ou moins de monde. C'est ce type d'outils qui peuvent permettre de renvoyer des personnes. Mais finalement, je pense que c'est utile dans finalement assez peu de cas. Je pense que la pédagogie et la médiation est quand même la première des choses. Ce que disait Christian en disant comment on peut envoyer des visiteurs sur des lieux moins fréquentés. Il faut comprendre que pour moi, la première solution, la première chose à faire, c'est que les habitants eux-mêmes connaissent mieux ces lieux moins fréquentés. Parce qu'en fait, comment vous voulez qu'un touriste aille dans un lieu du centre-Bretagne s'il n'est pas vanté, connu et reconnu dans l'imaginaire même des Bretons comme quelque chose de positif? Et c'est la même chose dans toutes les régions. Donc peut-être que la première action pédagogiquement, c'est de montrer aux locaux, pendant tout au long de l'année, comment on peut finalement visiter d'autres choses, aller vers d'autres endroits, et derrière, l'imaginaire collectif sera peut-être assez fort pour que finalement ça transparaisse partout et que pédagogiquement, on incite les visiteurs à mieux se partager, à mieux se répartir, etc. Et là, déjà, si on arrive à faire ça, on aura résolu une bonne partie de la problématique. Alors, Paul Arsenault, est-ce qu'on peut envisager un ruissellement des flux, on emploie beaucoup cette expression en ce moment, vers l'intérieur des territoires, pour promouvoir de nouvelles destinations dans les territoires ruraux? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble à portée de main aujourd'hui, en travaillant sur la sensibilisation, sur une communication? Est-ce que la communication est la clé ou pas? Je ne crois pas, mais il y a des solutions très simples.
Je donne un exemple fabuleux. Je vous ai dit l'Est québécois, la Gaspésie, donc c'est le plus proche de la Bretagne, finalement, de la pointe Est du Québec, qui a été surfréquentée à l'été 2020. Et je voyais un camping très populaire sur Facebook qui disait « Oh, vous savez, nous avons un nouveau système de réservation. Il y a 2 semaines à l'ouverture des réservations pour la saison 2021. Nous sommes à pleine capacité. Il y a eu 8000 demandes sur le site. Le nouveau site a explosé. Alors, merci beaucoup. À l'année prochaine. Nous sommes complets et nous vous enverrons un mail. » Et là, je me suis dit, 8000 personnes ont témoigné à la région de la Gaspésie. Nous aimerions aller faire du camping chez vous. Quelques centaines heureux élus ont été acceptés et les autres, on leur dit quoi finalement? Ben, cherchez sur Google, recommencez votre démarche, allez voir sur une carte. Et pourquoi on ne fait pas la chose suivante? N'est-il pas de la responsabilité de la destination de dire à vous, les enthousiastes, et à cet opérateur-là privé, je comprends très bien, de dire, comme nous sommes complets, voici la centrale de réservation du camping, de tous les campings, privés et publics, de la région, et voici une réponse. L'Association des stations de ski du Québec a eu cette même approche cet hiver en disant, sans surprise, les stations les plus populaires ont été à pleine capacité, il y avait des horaires, donc on réservait des plages horaires. Pourquoi on dit aux gens qui ont un intérêt et qui se découvrent une passion pour le ski qu'ils avaient oublié, de dire, si vous ne faites pas partie des privilégiés qui savaient comment, à quel moment, ou etc., débrouillez-vous par la suite. C'est impossible. Il y a des solutions très, très, très simples de dire, ben voici, pour les gens, on parlait tout à l'heure, Jean-Luc, tu as parlé des gens qui veulent partir avec un camping-car, des vannes, on a eu le même phénomène. Vous voulez voyager en camping-car cet été au Québec, c'est la première fois, vous n'êtes pas à l'aise, voici où aller, voici où trouver, voici comment vous allez pouvoir trouver un endroit et vous garer. Encore une fois, il n'y a personne qui veut aller dans le pâturage volontairement, mais de dire c'est 5 $ par nuit, c'est 15 $ par nuit, etc. Vous aurez du Wi-Fi, la vie sera belle. Pourquoi il n'y a pas ce travail-là en amont très simple, technologiquement très simple, et on est dans des solutions ou des grands concepts, alors que les solutions sont simples. Un microsite, une plateforme réservationnelle qu'on est capable de faire, un API qui est capable de se brancher avec tous les opérateurs, c'est une rare simplicité. Et tout ça aura un impact, à mon avis, positif, parce que le microsite qu'on fera pour les gens Van Life, qui est très, en tout cas, chez les millénarios ici au Québec et canadiens, très, très, très populaire, et la réservation est énorme, ben, offrons à ces gens-là et ça sera durable. Et il y aura une demande pour ça pour la prochaine décennie, j'en suis convaincu. Mais il faut lui répondre et pas laisser les gens en plein. Alors, je pense que la digitalisation, en effet, dont tu parles, Paul, qui déjà se manifeste dans les commerces et dans beaucoup d'activités, va se développer dans les lieux de visite demain, va être totalement évidente aussi et à développer, même sur des lieux naturels, parce que prenons l'exemple de ceux des sentiers de randonnée du Pays Basque. Le problème qui est vécu aujourd'hui, c'est le parking du départ du chemin de randonnée peut accueillir des véhicules. Chaque matin, il y en a 50. Voilà. Une des solutions est de dire, mais finalement, on va faire partir la randonnée 5 km plus bas du village où il y a plus de places de stationnement. Mais simplement, on peut quand même laisser à 10 personnes, à 10 groupes, le loisir de partir d'en haut. Si on réserve, c'est intéressant et c'est démocratique. Parce que là où je voudrais réagir aussi par rapport à ton propos, c'est que le risque, sinon, c'est que les lieux les plus emblématiques profitent toujours à une certaine catégorie de personnes. Vous avez vu actuellement ce que fait le parc naturel des Calanques à côté de Marseille, avec une campagne de marketing disant non, non, ne venez pas, c'est bondé, etc. Et une demande forte des 600 résidents des Calanques pour quasiment fermer la route, de manière à ce que le lieu soit réservé à eux qui habitent. Pourquoi un lieu serait réservé plus à celui qui a un lieu naturel, à celui qui a la chance de pouvoir y avoir une maison qu'à quelqu'un qui n'y a pas. Là, il y a un vrai problème de démocratie. Donc, je pense que la réservation ouverte à tous, du moment qu'on prévoit, peut être un des moyens pour que tout le monde accède naturellement à des sites emblématiques. Christian ? Oui, alors je crois qu'on est en train de toucher un sujet qui est vraiment fondamental. Jusqu'à présent, on avait un système de production touristique qui était plutôt axé sur le volume, sur le nombre et donc sur le prix.
Donc, vous avez, si on reprend la chaîne de production touristique, le tour opérateur, le distributeur, avant lui la compagnie aérienne ou l'hébergeur, ou les types d'hébergement, et tout le monde travaillait pour avoir la production du prix le plus bas. Et c'était normal parce que cette industrialisation, elle était nécessaire parce qu'effectivement, il n'y avait pas une accessibilité assez simple ou assez facile aux produits diffus. Aujourd'hui, ce qui se passe, il se passe que ces produits diffus, de plus en plus, vont avoir la capacité d'aller directement sur le marché, et notamment via les places de marché, les plateformes, comme on dit maintenant. Et effectivement, il y a une capacité maintenant à pouvoir s'exposer de façon beaucoup plus large et beaucoup plus forte, même si on n'est pas sur un flux touristique important. Maintenant, derrière, il va y avoir un autre travail à faire, ça va être justement de mettre en scène cette offre-là. Ce travail n'est pas fait, mais les éléments qui permettent de le faire sont là à notre disposition. Donc ce qui change, et vraiment c'est systémique, c'est qu'on n'est plus obligé, lorsqu'on est un petit producteur, de passer par toute la chaîne pour pouvoir accéder au consommateur mondial. Il ne s'agit même pas du consommateur local. Là, on est sur des consommateurs mondiaux. On a bien vu le succès d'Airbnb, c'est exactement ça. C'est ni plus ni moins que cela. Et même sur Booking d'une certaine façon. Mais en tout cas, Airbnb, c'est sûr. Et là, on peut être un propriétaire et pouvoir être vendu n'importe où. Et effectivement, ça, c'est un élément absolument insensé il y a 10 ans. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui va être à notre disposition pour donner à tous les territoires la possibilité de se commercialiser. Donc en fait, donner de la visibilité, on sait faire. Prendre cette visibilité, on sait faire. C'est plutôt, je pense, la mise en commun finalement aussi qui manque. Est-ce qu'on n'est pas vraiment dans un changement d'approche, un changement de logique? On était jusque-là dans une logique peut-être plus concurrentielle. Est-ce qu'on n'est pas en train de se rendre compte que cette logique aujourd'hui n'est peut-être plus celle qui prévaut à l'aune des enjeux Je dirais qu'on était, vous connaissez l'acronyme en anglais, c'est Think Global and Act Local. Eh bien maintenant, il va falloir inverser tout ça. Alors, je le dis en français, c'est penser globalement et agir localement. C'est-à-dire, je pense pour vous, et puis vous êtes les petites mains qui mettez en œuvre. Maintenant, il va falloir faire le contraire, c'est Think Local and Act Global. C'est-à-dire qu'il faut que je dirais les territoires, les destinations, les opérateurs pensent localement et globalement, et je dirais pensent localement et ensemble à leur offre, la mettre en cohérence, la mettre en symbiose pour pouvoir après la diffuser globalement. Mais ça change beaucoup de choses, ça change surtout les acteurs de l'intermédiation, parce que les acteurs de l'intermédiation ne sont plus ceux qui choisissent, mais ceux qui, au contraire, vont utiliser cette masse pour aller le proposer, grâce à l'intelligence artificielle, grâce au cloud, à l'ensemble du marché potentiel. Et là, ça change aussi, à mon avis, pas mal de choses. On va être dans un marché qui était un marché pull vers un marché push. Très bien. Vous souhaitez réagir peut-être l'un et l'autre ? Non, pas spécialement. Très bien. Non, donc finalement, peut-être, est-ce qu'on peut finir là-dessus? Par exemple, à l'échelle de la région Bretagne, on parle là de la mise en commun de ces différents acteurs. Concrètement, comment ça peut se traduire? Qui doit se mettre en relation aujourd'hui pour permettre à l'intérieur de ce territoire une meilleure diffusion des flux? Si on prend les choses très concrètes. Si vous aviez des conseils à donner à la région Bretagne. Pour moi, une des premières choses à faire est d'abord, comme je le disais tout à l'heure, une bonne connaissance par les habitants de l'ensemble des lieux, parce que c'est eux les premiers vecteurs. On sait que dans n'importe où, il y a un peu moins de la moitié des visiteurs qui sont accueillis chez les parents et amis. Et ce sont eux les premiers qui ont une habitude de toujours emmener et diriger vers des lieux emblématiques les visiteurs, de donner envie d'aller vers des lieux moins connus et de ne pas aller forcément toujours, je sais pas moi, à Saint-Malo quand on habite à Rennes pour passer une journée avec des amis, mais peut-être pouvoir aller de l'autre côté vers la forêt de Brocéliande, comme disait Christian tout à l'heure. Je pense qu'il y a cette première action à avoir. Parce que le ruissellement ne viendra pas directement des visiteurs. Si vous avez fait 500 km pour aller en Bretagne, vous allez dans un premier temps, dans votre perception de la destination,
alliés vers des lieux emblématiques. Et c'est totalement logique. Si vous allez à l'autre bout du monde, vous allez, en général, si vous allez au Cambodge, vous allez, pour la majorité des personnes, aller voir les temples d'Angkor parce que c'est quelque chose qui vous semble assez emblématique. Donc, du coup, c'est pas le visiteur lui-même qui va directement, le visiteur, et surtout par rapport à la distance de laquelle il vient, qui va être le premier dans ce ruissellement. Ça va être déjà les habitants. Je pense aussi qu'un autre moyen va être beaucoup de s'appuyer, comme ça a été fait en 2020, sur la presse, qui a rendu très désirable le territoire national en faisant énormément de reportages. Et là, on est vraiment dans de la promotion traditionnelle, hein, c'est les chaînes de télévision françaises, les quotidiens, les hebdomadaires, de la presse écrite, on fait énormément par rapport à ça, parce que du coup, ils ont modifié l'imaginaire des Français sur l'intérêt d'aller visiter la France. Donc, c'était par défaut à un moment, mais là, je reviens au début de la discussion et au propos de Christian, est-ce que c'est quelque chose qui va durer ou pas durer? Dans tous les cas, ça peut durer si vraiment l'imaginaire est totalement modifié, si globalement, les Français disent, ben oui, finalement, partir en France, c'est quelque chose qui est extrêmement positif. Donc, je pense que moi, je mettrais ces deux moyens, qui sont au départ des moyens d'acculturation généraux. Et naturellement, derrière, il me semble que les flux transiteront tout seuls. Je ne pense pas que c'est en faisant des grandes affiches au Mont-Saint-Michel en disant allez visiter l'intérieur du pays Sud-Manche ou bien de la Bretagne romantique que vous allez directement un visiteur qui va au Mont-Saint-Michel, il y passe 2 heures et puis il va voir ailleurs. Je pense que c'est plutôt en travaillant sur l'imaginaire collectif. Très bien. Alors, Paul Arsenault, est-ce que vous avez l'impression que les territoires prennent la mesure de ces enjeux et qu'ils sont en train de se préparer activement à la saison prochaine, qui a priori aura en tout cas quelques ressemblances avec la saison passée? Difficile pour moi de dire ce qui se passe en Bretagne, comme je n'y suis Au pas, Québec, en tout cas. et je pleure tous les jours. Malheureusement, je trouve qu'il y a déjà un certain retard et une certaine prévisibilité, effectivement, qu'on va reproduire les grandes réussites de la saison 2020, mais également les mêmes écueils. Et c'est un peu dommage, et c'est peut-être le rôle, effectivement, à ce moment-là, du milieu institutionnel d'amener des réponses. Et Jean-Luc en a donné certaines. Je reviens sur celle que j'ai dit. Vous aviez tout à fait raison, Swan, quand vous disiez on va quitter, on doit quitter un peu l'approche capitaliste. L'exemple du camping tout à l'heure était très parlante à cet égard-là, c'est-à-dire si j'ai fait le plein de visiteurs et que je suis à pleine capacité, tant mieux, j'ai une responsabilité. On doit me sensibiliser à l'importance que j'ai pour mon secteur d'activité et pour mon territoire d'accueillir des gens et de bien les accueillir. La deuxième également, où il y a un certain retard, en tout cas à tout le moins ici au Québec, je trouve, c'est que ce qu'on a présenté comme des incivilités sont d'une rare simplicité. Jean-Luc nous en a présenté quelques-unes. La première, c'est le fait que les gens viennent avec un véhicule, alors que certains visiteurs historiquement viennent en train, en avion ou autre. Et c'est relativement simple, gérer des véhicules et d'avoir des navettes et d'avoir, encore une fois, avec des heures de départ, permettent donc de réguler les flux dans l'espace et dans le temps. Rare simplicité. Deuxième élément, c'est que l'être humain va générer dans son séjour des déchets. Alors voilà, il faut apprendre à gérer. Airbnb le fait tellement bien pour avoir réservé sur Airbnb dans les conditions quand j'accepte, quand je vais dans un logement, où qu'il soit sur la planète, on m'explique très clairement à quel moment je dois mettre quel déchet à quel endroit, etc. Et pourtant, en tourisme, peut-être qu'on est un peu trop pur et trop idéaliste, mais cette réalité-là de qu'est-ce que je fais avec mes déchets, encore une fois, je ne crois pas que quelqu'un volontairement se dit « je vais aller souiller un territoire, c'est mon plan pour cet été, quel bonheur ». Ça n'existe pas. Mais si on ne lui dit pas, si on ne lui indique pas, si on ne lui rend pas disponible. Et la troisième, c'est la question des déjections, qui a été fabuleusement problématique. Les gens disaient, les gens ont fait leurs besoins sur les plages de Gaspésie, quelle horreur. Et quand j'ai posé la question, comment les avez-vous accompagnés? On est d'accord, hein? Une fois par jour, minimalement, on aura l'occasion et un besoin très naturel. Et là, on m'a répondu sans rigoler qu'il y avait des sites disponibles. OK, donc vous me dites, il faut que je prenne la bagnole et je fasse 20 minutes de route. C'est impossible. Et pourtant, c'est prévisible. S'il y a des gens, s'ils arrivent, etc., est-ce qu'on rend disponible des toilettes sèches? Je ne sais trop.
Alors, les incivilités ou les irritants sont d'une prévisibilité la plus absolue. Et pourtant, on ne semble pas prêt et on ne travaille pas là-dessus. Peut-être que c'est trop prosaïque, mais je pense qu'on a besoin d'un accueil, de gestion très simple et humain de déchets de toutes sortes. Et une fois qu'on aurait réglé ça, on aurait réglé beaucoup de problèmes. Ça donne un petit peu l'impression finalement que cette crise aussi, elle ne nous laisse plus le droit à l'erreur en fait, parce qu'elle révèle la gestion des déchets. Est-ce que finalement elle était si bien prise en compte que ça auparavant par les destinations? Je pose la question. Oui, en fait, la gestion des déchets, elle est quand même très liée à l'afflux massif de personnes sur un lieu qui n'était pas équipé préalablement. Une station balnéaire, par exemple, qui voit sa population multipliée par 10, a d'ailleurs une dotation de fonctionnement correspondante parce qu'elle peut prévoir une gestion des déchets qui est différenciée entre la haute saison et la basse saison. Quand vous êtes sur un site naturel qui, d'un coup, en 2020, s'est laissé déborder, on peut comprendre en 2020 qu'on n'a pas su le gérer. En 2021, si on ne le gère pas, je suis d'accord avec Paul, là, ça va devenir problématique. Parce que ça va devenir problématique pour un point important, c'est que la crispation entre les habitants et le phénomène touristique va se développer. On commence à avoir ce phénomène qui existe réellement, d'habitants qui sont d'ailleurs souvent d'anciens touristes, qui se sont installés dans des endroits absolument magnifiques où ils étaient venus en vacances et qui sont devenus des néo-résidents, et qui aujourd'hui sont très attachés à leur qualité de vie, on les comprend, mais qui du coup ne supportent pas qu'il puisse y avoir d'autres personnes sur un territoire, et quand il y en a beaucoup, à ce moment-là, c'est encore plus difficile. Ce sont des électeurs qui ont un poids aussi sur les élus, et on le voit, on voit ça depuis un an. C'est partout où dans les campagnes électorales, le discours politique était axé autour du développement du tourisme comme vecteur d'emploi et vecteur de développement économique. Aujourd'hui, on arrive très vite à la limitation du tourisme pour la préservation de la qualité de vie des habitants. Alors, même si, on en a parlé ce matin, Brice Duthie en parlait, si on va vers un tourisme qualitatif plus que quantitatif, il n'empêche que derrière, il y a une économie et qu'il faut être attentif au tourisme bashing. Tous les professionnels du tourisme aujourd'hui ont des activités qui doivent vivre, qui, de façon générale, sont très respectueuses. Et si on n'arrive pas... Si on laisse une situation se détériorer, on pourrait arriver à une crispation de plus en plus importante, notamment dans un certain nombre de territoires, qui aujourd'hui ont économiquement besoin du tourisme pour vivre. Et oui. il faut faire attention à ce tourisme bashing. Pour ça, d'après moi, il va falloir gérer les choses de façon différente. Enfin, je vous laisse réagir. Je peux rapidement, Jean-Luc, j'en profite. Il y a des opportunités en même temps. Un des problèmes qu'on a eu avec le tourisme en 2020, c'était le fait que les visiteurs ne participaient pas à l'économie locale. Il y a une merveilleuse initiative de ma ville natale, Trois-Rivières, entre Montréal et Québec, qui a décidé, un promoteur a généreusement dit quel est le plus bel endroit où on peut avoir un dîner à Trois-Rivières. C'est sur la terrasse portuaire. Fabuleuse. Ils ont installé là des tables où il faut avoir des bulles familiales, donc des groupes en distanciation. Il y a une quinzaine de restaurants du centre-ville qui n'étaient pas capables d'accepter dans leurs infrastructures beaucoup de clients, avaient la possibilité donc de faire livrer donc de plusieurs restaurants sur cet endroit fabuleux qui était livré par des bicyclettes électriques, donc avec zéro impact environnemental. Fabuleux. Et ça a été un succès économique, ça a été un succès pour les visiteurs, ça a été un succès pour les résidents, les citoyens, les habitants. Et ça a été une façon d'intégrer dans l'activité économique des visiteurs et même des résidents qui n'y étaient pas habituellement. Donc, on a fait fi de la capacité portante des restaurants qui étaient limités par la distanciation. Donc, il faut, et ça, je pense, c'est la responsabilité de l'institutionnel. Ah, on ne vous entend plus. Bon, je vais du coup donner la parole à Christian. En tout cas, là, on avait un bon exemple de démarche à la fois durable avec ces livraisons en véhicules électriques populaires, à l'inverse d'une gestion des flux qui pourrait finalement aboutir sur un tourisme plutôt élitiste. Christian Delon, vous souhaitiez réagir ? Alors, je souhaite réagir déjà sur une chose, c'est que ce constat sur le tourisme bashing... C'était fabuleux, c'était pur bénéfice. Ah, excusez-moi Paul, alors vous avez été coupé et du coup entre-temps la parole est passée à Christian, c'est le jeu. mais on a entendu l'essentiel et merci pour cet exemple
en effet très intéressant. Oui, je voulais réagir avant de donner quelques éléments, de répondre à votre question directement. Ce tourisme bashing, ça c'est quelque chose qui était avant le Covid, évidemment. C'est ce qui nous a d'ailleurs amené à créer Award for Travel, puisque j'en ai pas parlé encore, qui est le tourisme le forum mondial de la transformation du tourisme, parce que nous ne voulions pas rester sur le goût amer d'être simplement observé de l'extérieur, jugé et peut-être même condamné par un certain nombre de processus, on a cité Greta Thunberg ou d'autres, qui ont raison sur certains points, qui ont raison sur le sujet de l'alerte, mais qui n'ont pas forcément raison sur la solution, parce qu'ils ne connaissent pas notre secteur. Et moi, je pense que et nous pensons que c'est aux professionnels du tourisme de s'intéresser eux-mêmes au sort qu'ils peuvent donner à la transformation du tourisme nécessaire. Et c'est vrai que ce n'est pas uniquement l'affaire des professionnels, c'est aussi l'affaire des élus, on en reparlera, c'est aussi l'affaire des associations et des ONG, des habitants, et c'est vrai qu'il y a dans la planète, à Venise, à Amsterdam, à Barcelone et ailleurs, un certain nombre d'habitants qui se sont organisés, qui plus est, qui ont même voté. Il y a eu des maires qui ont été élus sur des programmes justement de lutte contre ce qu'on appelle le surtourisme, et puis bien sûr avec une vision des universitaires. Et cela d'une façon intersecteur, parce qu'on est toujours en train de regarder les uns ou les autres notre propre secteur, les destinations parlent aux destinations, les hôteliers aux hôteliers, les transporteurs aux transporteurs, les élus aux élus, et à la fin, on ne trouve pas de solution. Donc là, on a voulu vraiment faire un décloisement pour pouvoir justement répondre à ce problème. Maintenant, pour revenir au phénomène que nous vivons, moi je pense qu'on est en train d'arriver à un phénomène dit de rationalisation. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu un phénomène on a été débridé, et maintenant on commence à rationaliser. Si on regarde les territoires, ben oui, on ne peut pas exploiter un territoire au-delà de ses ressources. Que ce soit des ressources humaines, que ce soit des ressources en termes d'eau, en termes d'alimentation et autres. Donc il y a une fin à l'exploitation touristique d'un territoire, et effectivement, on ne peut plus le mettre en compétition avec ses habitants. Il y a aussi un phénomène de rationalisation en cours, à mon sens, chez les consommateurs. C'est-à-dire les consommateurs, aujourd'hui, cette fameuse pyramide de Maslow, on disait il y a les besoins primaires, puis les besoins secondaires. Oui, ben, le besoin primaire, il comprend des besoins secondaires, en particulier en matière de sécurité. On veut bien manger, mais pas au détriment de sa santé, et pas au détriment peut-être de la santé des autres. Eh bien, ça va impacter évidemment le tourisme dans son essence, et ce phénomène de rationalisation, eh bien, il y aura des opérateurs, il y aura des destinations, il y aura, je dirais, des acteurs du tourisme qui sauront les prendre en compte, et les autres. Je pense que ceux qui sauront les prendre en compte, eh bien, le consommateur sera attentif à cet effort-là et à cet intérêt, et je dirais aux raisons qu'il a d'aller fréquenter ce territoire ou cette destination ou cette structure. Et ceux qui ne prendront pas en compte, qui pensent que, bon, tel un culbuto, tout le monde reviendra comme avant, les Ramblas vont de nouveau devenir des lieux surfréquentés, tu parles avec en plus un virus qui ne sera pas complètement fini de traitement avant quelques années. Et tout le monde va se retrouver au touche-touche un petit peu au début, mais pas forcément de façon pérenne. Et en tout cas, les autorités de régulation n'autoriseront pas tout. Il y aura de la régulation et plus de régulation. Et c'est le dernier phénomène de régulation ou de rationalisation. Effectivement, ne l'oublions pas, il y a des gens qui regardent les effets négatifs du tourisme et qui vont légiférer, évidemment, au niveau national, au niveau mondial aussi, pour que, eh bien, on puisse assurer et continuer à assurer le désir, parce que ce désir restera toujours le même, de voyager et d'avoir une activité agréable en matière de tourisme. Et donc c'est aux acteurs du tourisme et au territoire de faire la preuve de cette durabilité possible du tourisme. Je pense que déjà ils vont devoir faire la preuve de la sécurité, ils vont faire la preuve effectivement de la durabilité, je n'aime pas ce mot, mais en tout cas de la capacité du territoire de faire face à cette demande. Et je pense que ça va être un phénomène de régulation.
Et sinon, eh bien, vous voyez bien, il y a quand même que quelques activistes dans le monde. On a vu un avion d'Air France se faire maculer récemment. Ils sauront très bien trouver les endroits où ces éléments-là ne seront pas respectés. Et vous verrez que là, ça aura aussi des conséquences sur les comportements de différents acteurs, y compris des consommateurs. Très bien. Alors, je vois que nous avons des questions. Cet outil de gestion des flux est également utilisé par la nouvelle application Flux-Vision Tourisme au sein du CRT. Quelle perspective permet cet outil dans les mois à venir? Alors, je ne sais pas à qui est adressée précisément cette question. Bon, écoutez, on n'a pas plus de précision que ça. Est-ce qu'il y a une autre question en régie? Voilà. Sinon, je voulais juste réagir, oui. Swen. Alors, c'est Jean-Luc qui nous parle. sur les propos de Christian. Je trouve que c'est extrêmement important ce qui est dit sur l'acceptation du tourisme et les conséquences que ça peut avoir. Et je pense qu'il est de rôle de tous, à la fois des élus locaux et à la fois des organismes de gestion de la destination, de prévenir ces situations-là, de la part des collectivités, des élus locaux, en mettant au centre du débat public la question du tourisme, à la fois des nuisances, à la fois de l'impact économique, des avantages sociaux, du lien social qu'il crée, et de faire s'exprimer les habitants et tous les habitants, ceux qui vivent du tourisme comme ceux qui le subissent ou ceux qui en profitent, autour du type de tourisme qu'on pourrait avoir sur les territoires. Moi, ça peut être un beau projet de début de mandat. Je pense qu'il faut vraiment beaucoup parler. Et de la part des organismes de gestion de la destination, je pense que la pédagogie à faire, et notamment en 2021, Paul disait on n'est pas forcément prêt, et c'est vrai. Il parlait dans la conférence d'introduction de nos triporteurs et offices de tourisme mobile qui là peuvent vraiment trouver une utilité. C'est-à-dire on peut gérer et prévenir les situations de crise de fin de semaine. Si le jeudi, on sait qu'on aura un joli week-end, on peut se dire que tel site naturel, telle plage sera un peu surfréquentée. Eh bien, peut-être que là, l'Office de tourisme mobile peut être sur place pour faire pas vraiment de l'information touristique, mais surtout de la prévention, de l'information, du renvoi de clientèle à l'arrivée en disant on est désolé, il y a vraiment beaucoup de monde, on vous suggère autre chose, etc. De manière à pouvoir prévenir et travailler sur cette coexistence. Et là, il y a un vrai rôle et une vraie responsabilité des organismes de gestion de la destination qui n'auront jamais aussi bien porté leur nom que le fait de gérer la destination. Et je crois que pour les offices de tourisme, c'est un rôle totalement nouveau. C'est-à-dire on n'est plus sur l'acquisition de nouvelles clientèles, on est beaucoup plus sur la gestion de clientèle sur le territoire et le lien entre l'ensemble des personnes qui sont des parties prenantes autour de ce phénomène touristique. Et là, il y a une vraie prise de conscience à avoir à la fois des élus locaux et à la fois des OG. On revient un petit peu à ce que vous disiez au début de cette table ronde, Paul, à savoir, est-ce que finalement, auparavant, les destinations géraient vraiment les flux? Est-ce que ce n'était pas une tâche qu'elles déléguaient à d'autres acteurs ou à d'autres mécanismes? Oui, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y avait, excusez-moi, je ne veux pas faire de l'appropriation culturelle, mais il y avait chez les Autochtones de l'Ouest canadien la tradition de la danse de la pluie. Et je ne veux pas faire aucune appropriation, mais on comprend très bien que quand il y avait de la sécheresse, on faisait un rituel donc spirituel pour lequel on faisait apparaître la pluie. On est bien d'accord sur le fait que la danse de la pluie n'avait aucun impact sur la réalité ou non météorologique. Mais il y avait cette impression-là probablement de contrôler ou d'infléchir un phénomène. Or, c'est la même chose. Ce que nous a appris la crise, c'est que les territoires n'ont à peu près aucun levier, robinet, container pour faire venir ou pas faire venir les visiteurs. Et ça, je pense que c'est la plus grande et meilleure prise de conscience que cette crise de la COVID devrait nous avoir collectivement donné aux acteurs du tourisme. Donc, puisque nous ne sommes pas capables d'agir dessus, ce que nous sommes capables de faire et devons apprendre à faire, c'est ce que disait Jean-Luc, c'est cette gestion des déplacements sur le territoire. Et pour le faire, on doit avoir une fine connaissance, une compréhension de qui est là, pourquoi, quelles étaient les motivations, quelles sont les attentes, etc., etc.
Et l'exemple qu'il donnait tout à l'heure, de dire le matin même sur un site naturel où il y aurait une surfréquentation, d'avoir des gens qui disent malheureusement, il n'y a pas de place, mais nous vous invitons à aller là parce que nous savons que c'est aussi chouette, c'est équivalent, etc., ou avoir un portefeuille. Qui d'autre que les gens de la destination peuvent le faire? C'est certainement pas de la plateforme, c'est pas TripAdvisor, c'est pas Booking, c'est pas Airbnb, qui sont jamais en capacité de le faire. Et la preuve est faite, et avec mon exemple de la restauration à Trois-Rivières, cette différence-là, cette organisation-là, qui n'est pas juste de l'accueil, qui n'est pas juste commenter des bons sentiments et cette bienveillance dont on parlait, c'est une intelligence du territoire, une intelligence de la connaissance, de la rencontre de l'offre et de la demande à mettre en application tout simplement. Et il y a un réel besoin pour ça. Ça fait une réelle différence. Mais je ne crois pas que la Bretagne a le pouvoir de faire augmenter de 10% sa fréquentation l'été prochain ou pas. Ça nous échappe totalement. Encore une fois, j'aime l'expression, c'est de l'optimisation sous contrainte. Les Parisiens, les Français envisagent l'été 2021, ils se disent quel est le domaine des possibles. Ici au Québec, nous savons déjà qu'il n'est plus possible d'acheter une piscine, hein, c'est complètement vendu. Tout ce qui est résidence secondaire, chalet, etc., sur les différentes plateformes sont complètement loués jusqu'à la fin de l'été. C'est vrai des campings également, c'est vrai des véhicules récréatifs, tout ça est loué, donc on le sait déjà. Et ces phénomènes-là sont mesurés, mesurables et connus, auront un impact sur les territoires. Jean-Luc nous a donné l'exemple des plages, mais tout ça est connu et c'est la responsabilité des territoires de dire, sachant qu'il va y avoir plus de ceci, cela, quelles sont les réponses que nous faut amener et comment pouvons-nous faire ce ruissellement. Et le ruissellement, il n'apparaîtra pas, ce n'est pas un phénomène magique ou quoi que ce soit, il est prévisible, connu, mesurable, etc. Et il faut y apporter des réelles réponses. Très bien. Alors, il nous reste 2 minutes pour répondre à une éventuelle question. Les habitants d'un territoire qui partagent leurs expériences, leurs coins privilégiés, sont sans doute les meilleurs ambassadeurs pour faciliter ces flux. Ne peut-on pas plutôt mettre en valeur ces témoignages, nous demande un spectateur. Alors, je ne sais pas, ce sera peut-être l'objet d'une autre table ronde. C'est naturellement oui, mais effectivement, il faut une médiation pour cela, parce qu'ils le font sur les réseaux sociaux, mais faut-il encore qu'ils soient vus? Et là, oui, peut-être que c'est aussi un des rôles des organisations de gestion de la destination, de mettre en valeur ces témoignages. Et c'est vrai que les habitants, la co-construction évidemment de la production touristique peut inclure et doit inclure les habitants. C'est inévitable à tout point de vue, hein, point de vue politique, point de vue économique et même point de vue social, parce que les codes sociaux des habitants eh bien, sont aussi une offre de destination. Alors qu'on, jusqu'à présent, on faisait le contraire. On importait les codes sociaux de ceux qui voyageaient vers les destinations. Et bien là, au contraire, il va falloir revoir le souffle, je dirais même un peu le courage de pouvoir rester droit dans ses bottes pour pouvoir proposer uniquement ce qui se passe sur le territoire. D'autant qu'on a aujourd'hui les moyens, encore une fois, avec les influenceurs sur Instagram, etc., de donner une ampleur très... On a tout ce qu'il nous faut. Tout ce qu'il nous faut. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous les trois. C'est la fin de cette table ronde. Merci de nous avoir suivis et je vous dis à tout à l'heure.